40% des vols à la tire, 30% des vols avec violence, 30% des cambriolages à Paris étaient le fait de mineurs isolés étrangers en 2020. Les mineurs étrangers représentent 75% de la totalité des mineurs déférés devant la justice. Donc, quand vous nous dites, si vous voulez, qu'il y a une espèce d'hystérie anxiogène autour de la question des mineurs étrangers, excusez les Français au regard de ces chiffres d'être un peu circonspects par rapport au discours lénifiant que diffusent les progressistes et les gauchistes sur la question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que le problème, c'est qu'à quel moment on s'arrête ? Parce que vous nous avez cité tout un tas de textes avec lesquels je suis d'accord, sauf que ces textes, ils ne mentionnent pas que les mineurs, quand ils sont en France, il faut qu'ils se comportent bien, il ne faut pas qu'ils se lancent dans la délinquance et la criminalité. Or, c'est ce que nous constatons. Donc les Français, si vous voulez, il y a les textes, il y a la théorie, il y a les grands discours, et il y a ce que les Français vivent sur le terrain. Exactement. Donc descendez un peu sur le terrain. Et ensuite, venez commenter les choses. Attendez, je termine. Vous répondez, Shannon, c'est bon, on va avancer aussi je sur termine le projet de loi immigration, justement. C'est qu'à un moment, la meilleure manière, si vous voulez, que ça s'arrête, c'est de ne pas accueillir la terre entière. Parce que votre programme n'est pas de limiter l'immigration. Le programme, c'est de l'organiser. Monsieur, voilà. Vous savez combien de mineurs arrivent tous les ans en France ? On vous dit qu'il y a une immigration qui arrive sur notre sol français. Oui. Nous allons effectivement... On n'est pas obligé de l'accueillir. Vous savez combien de mineurs arrivent tous les ans en France ? On vous dit qu'il y a une immigration qui arrive sur notre sol français. Oui. Nous allons effectivement... On n'est pas obligé de l'accueillir. Mais il ne faut pas de quotas d'immigration, il faut des quotas de rémigration. C'est pas la même chose. Il y a moins de curés étrangers que d'imams déjà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rejoins pour le coup tout à fait ce que disait Nathan Dever en termes d'immigration, que l'immigration, c'est pas simplement l'importation d'agents économiques, consommateurs et producteurs dans le cadre d'un pays qui ne serait qu'un marché, si vous voulez. Mais par contre, pour le coup, cet argument-là milite en faveur de la lutte contre l'immigration. Parce que qu'est-ce que c'est un immigré ? C'est pas simplement, si c'est pas un agent économique, c'est quelqu'un qui vient d'une civilisation, qui a une culture, qui a une identité, qui a une religion, et tout sous ce corpus, si vous voulez, identitaire, il peut percuter frontalement notre identité à nous, notre culture à nous, et c'est le cas et c'est ce qui se passe de plus en plus. J'ai vraiment mal aux oreilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur les métiers en tension. Attendez, ça fait des années qu'on parle de métiers en tension. Ça fait des années que des centaines de milliers d'immigrés rentrent en France chaque année. Pourquoi les métiers en tension ne sont toujours pas pourvus ? Précisément, je pose la question et je ne vais pas laisser le silence cette fois-ci, parce que vous avez le taux de chômage des étrangers extra-européens en France est le triple du chômage national. Alors, si jamais les métiers sont en tension et qu'on veut des immigrés, qu'on commence par prendre les immigrés qui sont chez nous, qui vivent des prestations et des allocations sociales, pour les faire travailler. Parce que répondez, Shannon, c'est bon, vous répondez. Et Julie, juste répondre. Que des gens veuillent venir chez nous, personne n'en disconvient. Ils ont le droit, probablement que si j'habitais dans un pays où il y avait de la pauvreté, etc., je chercherais à m'en échapper. Mais le problème, c'est que les Français ont aussi, eux aussi, le droit et la volonté de ne pas accueillir tout le monde. C'est-à-dire que où est la volonté du peuple français là-dedans ? Allez, on arrive au terme. L'idéologie actuelle, c'est de considérer que la prison est l'école du crime. Moyennant quoi, le crime s'est passé sans que le criminel ne soit passé par son école, si je puis dire. S'il avait été à l'école du crime, le crime n'aurait pas été commis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la justice, aujourd'hui, si vous voulez, fonctionne sur une forme d'escroquerie des victimes. C'est-à-dire que lorsqu'elle prononce des peines, et notamment dans les affaires graves, dans les crimes graves, lorsqu'elle prononce des peines de prison, dans les meurtres, dans les viols, etc., les victimes croient qu'ils ont obtenu justice, puisqu'ils se disent, bon, le coupable, le condamné, va faire 12 ans de prison, 15 ans de prison, 20 ans de prison. Mais c'est une arnaque, parce que la vérité, c'est que les coupables ne font pas ces peines, sauf que les victimes, elles, en général, l'ignorent. C'est-à-dire qu'on n'annonce pas la couleur au départ. Ce n'est qu'après qu'ils découvrent que les réductions de peine, le juge d'application des peines en fonction des capacités hôtelières des prisons, il vide en quelque sorte la sanction de sa substance. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, les magistrats, l'indépendance, la sacro-sainte indépendance de la justice, fait que les magistrats n'ont de compte à rendre à personne et ne sont responsables de rien. C'est-à-dire qu'un juge qui libère
un type qui est un criminel et qui va tuer encore une fois à l'extérieur, il n'a aucune responsabilité. Il n'a pas d'enquête administrative et encore moins une enquête judiciaire. C'est le seul corps d'État, c'est le seul métier en France où c'est encore comme ça. Vous travaillez dans une entreprise, vous faites une faute, vous vous faites virer. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes sanctionné. Vous êtes policier, même chose. Le magistrat, non. Et enfin, dernière chose, un peu plus politique, et je m'arrêterai là, ça vous semble pas bizarre que depuis 3 jours que cette affaire est arrivée, il n'y a personne qui parle de féminicide à gauche ? Alors effectivement, on n'a pas vu de réaction, en tout cas chez LFI, on l'avait souligné. Il n'y a personne qui a prononcé le mot féminicide. Ni des écolos, ni de Sandrine Rousseau, ni des néo-féministes patentés. Et vous savez pourquoi ? Le progressisme est fabuleux, ça veut dire que si on suit Nathan Devers, il faudrait plus emprisonner en fait. J'ai jamais dit ça. C'est-à-dire que si la prison aggrave le cas des gens et ne résout rien, qu'à cela ne tienne, laissons les criminels et les délinquants, ne les mettons pas derrière les barreaux, détruisons les prisons et transformons en aquaboulevards. Voilà. Est-ce que j'ai dit cela ? Mais c'est ce que non à peine. Maintenant, si vous voulez, moi je crois qu'aujourd'hui le problème il est double. Il est d'un côté c'est un problème quantitatif. Donc il y a effectivement pas de place. Les prisons sont des prisons d'un autre âge et sont prisons hors d'âge. On les a vus à l'image. Aujourd'hui, quand vous allez dans d'autres pays, les prisons, avec de nouvelles technologies, il y a moyen, effectivement, de faire des économies de personnel tout en créant des prisons extrêmement sécurisées. Et on va demander à notre surveillant, justement, qui est avec nous. Il faut créer des prisons ultra sécurisées, des prisons qui soient effectivement des lieux de privation de liberté dignes de ce nom pour que la sanction soit dissuasive. C'est sûr que si vous avez des vieilles prisons et en plus vous organisez des Koh-Lantès et des courses de karting l'été, c'est sûr que c'est pas ça qui va dissuader les délinquants ou les criminels de recommencer quand ils seront à l'extérieur. Et il y a évidemment, encore une fois, l'idéologie. Moi, je m'en fiche. Alors, si vous voulez, tant que nous n'avons pas assez de places de prison et que nous avons toujours des criminels et des délinquants à l'extérieur, moi, la surpopulation carcérale, je m'en fiche. Ce qui compte en priorité, c'est de protéger les Français et de mettre hors d'état de nuire les criminels. Oui, bonsoir mon général. Les Chinois avancent l'hypothèse, enfin en tout cas il y a comme explication que c'est un ballon météorologique qui aurait dérivé. Mais que n'ont-ils donné cette explication tout au début ? Pourquoi ils ont attendu autant, et notamment que les Américains posent la question, pour finalement venir faire une telle déclaration ? Parce que quand on perd un ballon, on essaye au moins de l'annoncer avant, histoire d'éviter une crise diplomatique et éventuellement une crise militaire. Or là, les Chinois ont eu un retard à l'allumage, si je puis me permettre. Donc ça fait partie de l'intoxication, en tout cas de la capacité des Chinois à trafiquer la réalité. Ce qui est certain, on en reviendra peut-être sur les raisons, mais c'est évidemment une provocation, une intimidation faite par les Chinois vis-à-vis des Américains dans le contexte international que l'on connaît, en particulier dans le contexte des tensions avec la Chine sur Taïwan. Écoutez, le problème, c'est que la situation géopolitique actuelle est assez tendue. On a d'une part une Chine qui ne soutient pas véritablement la guerre en Ukraine, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est plutôt du côté de la Russie avec certaines réserves. Les États-Unis sont évidemment le fer de lance de la défense de l'Ukraine contre l'agression russe. Donc, si vous voulez, ce billard à plusieurs bandes est assez tangent, c'est-à-dire qu'il suffit d'une étincelle pour faire basculer le monde du mauvais côté de la barrière, si vous voulez. Donc, moi, je crois que les Chinois jouent un jeu dangereux, un jeu véritablement dangereux, parce que, encore une fois, les États-Unis sont devenus de facto des co-belligérants dans la guerre contre la Russie. Ils sont aussi en affrontement avec la Chine sur le sujet de Taïwan, mais pas que. Et donc, je pense que la retenue, si vous voulez, et l'absence de provocation serait une excellente idée si on ne veut pas que l'irréparable arrive. Oui, comment est-ce possible que les Chinois aient pu un seul instant penser que ce ballon pouvait passer inaperçu, dans la mesure où, de surcroît, depuis le 11 septembre 2001, le ciel américain est évidemment archi-contrôlé et archi-surveillé. Ça paraît quand même assez incroyable. Une espèce de vide juridique quand même sur l'exercice de la souveraineté d'un pays dans la tranche 20 km, 100 km. Alors, cet engin est rentré dans cette altitude, mais très rapidement, on s'est aperçu, les services de contrôle américains sont aperçus qu'il perdait de l'altitude, et au moment où il est intercepté, il n'était plus du tout à 20 km d'altitude, il était plutôt à 10 km d'altitude, c'est-à-dire là, en entière violation de l'espace aérien américain. Lorsque tout aéronef pénètre dans l'espace américain, contrôlé, il doit avoir un plan de vol. Ou si c'est un aéronef militaire, il doit avoir une autorisation diplomatique. Donc c'est extrêmement réglementé. Celui-ci
Et en fonction de ça, le contrôle aérien, les services d'interception classent ces objets en 3 catégories. Un objet, quel qu'il soit, qui pénètre l'espace aérien, est soit ami, soit douteux, soit hostile. Et dans ce cas-là, le président Biden a confirmé qu'il avait été classifié hostile dès son entrée, puisque dès mercredi, il avait donné l'ordre à l'aviation américaine d'abattre ce ballon, ce qui a été fait une fois qu'il avait quitté le survol terrestre des États-Unis au large de la Caroline du Nord. Ben, je vois pas comment, si vous voulez, on peut tenir compte de la pénibilité en décalant l'âge de la retraite à 2 ans. Alors on en tient compte de manière subjective, Nathan Dever vient de le dire, mais le problème, si vous voulez, c'est que la notion de pénibilité, elle est particulière sur certains métiers dont on sait qu'ils sont pénibles parce qu'ils sont difficiles, voilà, usants physiquement pour tout le monde. Je veux dire, quand vous faites du marteau-piqueur toute votre vie, il n'y a pas des gens qui à 60 ans se sentent en pleine forme. Ou même tout simplement hôtesse de caisse, par exemple. Voilà, j'allais y venir. C'est-à-dire qui fait son geste, le même geste toute la journée. Les métiers dits pénibles ne doivent pas être les arbres qui cachent la forêt, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, le problème plus général, c'est que le travail, de manière générale, devient pénible parce qu'il y a une perte de sens. C'est-à-dire que même si vous posez la question à des gens qui travaillent, des employés, des salariés, je veux dire des cadres moyens, voire des cadres supérieurs. J'ai en mémoire, il y a une dizaine d'années, une enquête qui avait été faite dans l'encadrement supérieur de l'État, où il y avait 62% de l'encadrement supérieur de l'État qui ne savait pas à quoi servait ce qu'il faisait au jour le jour. Donc, si vous voulez, à partir de là, vous avez, si vous voulez, une perte de sens qui rend le travail pénible. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'un métier difficile, mais un métier passionnant, c'est moins pénible. Moi, je pense, on avait vu, si vous voulez, d'ailleurs, on le voit de manière régulière, les boulangers, les artisans, tous ceux qui ont choisi un métier qui est pourtant pas un métier facile, où on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir. Si on le fait par passion et qu'on y trouve du sens, eh ben, il risque pour vous, en tout cas, de manière subjective et individuelle, de paraître beaucoup moins pénible qu'un métier qui l'est objectivement au jour le jour, ou alors un métier qui n'a pas de sens dans ce que vous faites pendant toute votre vie. Aujourd'hui, les gens passent davantage leur vie à la gagner qu'à la comprendre. Et les autres régimes spéciaux, on pourrait dire, oui, mais ça dévalue aussi ma profession, finalement, Jean Messia. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que il faut savoir que si la classe politique, si on veut une classe politique de qualité, il faut évidemment qu'il y ait des conditions favorables pour que les gens puissent être candidats. Évidemment que quand vous êtes dans la fonction publique, que vous êtes titulaire, vous exercez un mandat, après vous récupérez facilement votre poste au sein de l'administration, il n'y a pas de problème. Mais quid de ceux qui ont, par exemple, des cabinets libéraux, quid des gens qui viennent des entreprises? Eux, c'est très difficile pour eux ensuite de retrouver du travail. C'est toujours une prise de risque pour les gens, si vous voulez, de faire de la politique. Or, si on veut que la politique reste ouverte à tous les citoyens, et pas seulement à une catégorie qui serait protégée par ses statuts, ses fonctions, etc., eh bien, il faut garantir un minimum de sécurité pour attirer, si vous voulez, les meilleurs dans toutes les sphères du marché du travail. Ça veut dire que quand vous sortez de la sphère politique comme député, c'est pas toujours facile de... c'est pas toujours facile. Vous êtes étiqueté, l'employeur va... Beaucoup d'employeurs considèrent que quand vous avez une étiquette politique, il veut pas s'embarrasser avec ça, quoi. Il préfère prendre quelqu'un de neutre qui est pas connu.